Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, j'interviewe Babak Amir Tamaseb, champion du monde en 2001 sur le kilomètre, après avoir été champion du monde de descente en junior en 1994. Comment a-t-il fait et que devient-il aujourd'hui? J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Babak et ses secrets. Salut Babak, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, salut, tout va bien, tout va bien. Période un peu compliquée pour tout le monde, mais en bonne santé, donc tout va bien. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent le podcast et il y a sans doute quelques jeunes qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais à eux dans le milieu du kayak? Ouh là là. Bon alors là, Rudy, c'est une question un peu piège. Tu peux répondre naturellement, t'inquiète pas. Ouais. Je me présenterai comme un ancien kayakiste qui garde quand même dans son cœur cette discipline, même si je me suis un peu éloigné de la fédération depuis quelques années. Mais ouais, j'ai commencé le kayak en 87 et j'ai arrêté ma carrière sportive en 2007. Donc voilà, j'ai 20 années. J'ai 20 années de pratique assidue entre mes premières années de petit garçon et mes dernières années d'Olympien, histoire de faire le grand écart. Comment tu as commencé le kayak? Oh, une histoire classique. Hein. J'étais à Strasbourg. En gros, il fallait qu'on se mette au sport avec mon grand frère et donc, ma mère nous a inscrits au club de kayak qui était pas trop loin de la maison, voilà. Donc, les deux frangins dans le même club, c'est pratique en termes d'organisation, d'horaire et tout. Donc, voilà, ça a démarré sur un malentendu classique. Avant ça, tu faisais pas d'autres sports? Non, j'ai jamais fait un autre sport fédéré. En fait, c'est ma seule licence sportive. Je faisais du sport et tout par ailleurs, quoi, mais pas au sein d'un club, quoi. Donc voilà, j'avais quel âge? J'avais 11 ans. Ça a été ma première pratique sportive fédérée au sein du club de Strasbourg au Vif, qui à l'époque s'appelait l'ASTS, l'Association des cheminots, des sportifs des cheminots de Strasbourg, qui a basculé en Strasbourg au Vif très peu de temps après. Et est-ce que tu te souviens de ta toute première séance en kayak? Pas du tout. Non, là, je vais pas mentir, pas du tout. Je me souviens de quelques bonnes séances, belles rigolades et tout au sein du club. J'ai fait mes années ado au club avec toute une bande de copains et de copines. Donc ça, c'est des souvenirs qui restent. Des stages à la fois en course en ligne et en eau vive, des stages dans les Alpes, des plans galères. De compétition sur la cime en Suisse, des soirées pluvieuses à Goumois, mais je me souviens pas de mon premier coup de pagaie, en tout cas quand j'avais 11 ans. Quand tu étais au club de Strasbourg, on s'était obligé de faire de l'eau vive? Non, il n'y avait pas d'obligation à faire de l'eau vive, mais après le club il était devant, enfin, le club est installé devant des chutes où il y a un petit bassin de slalom. Et historiquement, c'est la pratique plutôt de la descente plus que du slalom qui est instaurée au sein du club parce que le bassin en fait à Strasbourg se prête un peu plus à la pratique de la discipline de rivière dans la mesure où l'île L apostrophe I 2 L qui traverse la ville de Strasbourg, la rivière qui traverse la ville de Strasbourg. Il y a un peu de débit, un peu de courant, donc c'est vrai que c'est plus sympa pour les jeunes d'être en bateau de descente qu'en bateau de course en ligne, j'imagine, sur cette rivière. Après, c'est une culture des éducateurs. C'est Bruno Dazer qui à l'époque tenait le club aussi. Là, il vient de partir à la retraite là, tout récemment, donc voilà, c'est toute une histoire aussi qui s'inscrit avec une dynamique. Qui est instauré par un président de club qui a été Daniel Sorensen pendant très longtemps et un éducateur phare, la personne de Bruno. Donc moi, ça m'a pas empêché de faire les différentes disciplines. Hein. J'ai fait
évidemment de la descente de rivière. J'ai fait pas mal de slalom parce qu'à l'époque, en cadet, tu avais forcément la qualification en France en slalom et en course et en descente. En parallèle, en minime, j'avais fait toutes les régates de l'espoir en course en ligne avec la Ligue d'Alsace à l'époque. En cadet, j'ai fait le Chemin de France. En junior, j'ai fait le Chemin de France dans les deux disciplines à chaque fois. Je me suis jamais senti bridé par cette opposition aux vives aux plates que parfois on peut imposer. Et puis, ça me faisait bien marrer de percer en course en ligne avec un dossard marqué Strasbourg au vif dessus, quoi. Est-ce que c'était quelque chose de courant à l'époque, quand on démarrait le kayak, de faire toutes les disciplines du kayak? Non, je pense qu'encore une fois, c'est la sensibilité des éducateurs. Parce que moi, quand tu es jeune, en fait, tu pratiques un peu ce qu'on te propose aussi. Hein. Donc, je sais que même en junior, le club était pas mal investi en kayak polo aussi. Donc, on avait fait, quand j'étais junior 1, c'était en 93, on avait fait quatrième au championnat de France de kayak polo, quoi. Donc, tu vois, le truc qui était pas du tout prédestiné, mais les hivers, comme ça qu'il y a à Strasbourg, on avait des séances en piscine le samedi soir. Donc, du coup, on s'amusait à faire du kayak polo et on a fait le championnat de France de kayak polo et on a quand même fait quatrième en D1 pour un club qui n'a pas vocation à faire de kayak polo à la base, quoi. Donc, non, c'est plus des opportunités de calendrier, de saison ou de rigolade, quoi. Est-ce que tu te souviens de ta première compétition en kayak? Ah, non plus, là. Ça doit être sûrement une petite régate régionale sur une des petites rivières à Strasbourg, j'imagine la Bruche ou une autre rivière dans le coin. Mais là, j'invente un peu, hein, parce que je peux pas te garantir quelle rivière c'était, quoi. Donc, je cite la Bruche parce que c'est là où il y avait le plus de compètes. Ah si, c'était peut-être la traversée de Strasbourg. Tiens, on a organisé une compète toujours au club de Strasbourg, slalom descente. Donc la descente c'était du plat, hein, c'était le tour de la ville de Strasbourg. Pendant un temps c'était au mois de juin, après ça a été en septembre et le lendemain suivi par une course de slalom devant le club. Donc c'est peut-être la traversée de Strasbourg, la première compète que j'ai faite. Et est-ce que tu as rapidement, entre guillemets, été parmi les plus forts quand tu étais jeune? Euh, les plus forts régional, national, mondial, Ouais, intergalactique. dans les compétitions que tu faisais? Est-ce que progressivement, à chaque fois, tu te démarquais des autres ou pas? Écoute, je pense qu'à partir des années minimum 2, j'ai commencé à peut-être me détacher un peu au niveau des autres sportifs du club ou de la région, quoi. En minime, je faisais quatrième au Chemin de France course en ligne en 2000 et en 500 mètres à l'époque. Donc pour une première expérience de Chemin de France, parce qu'il n'y a pas de Chemin de France au vive en minime, voilà, je pense que du coup, quand tu es quatrième national, forcément dans ta région, tu es un peu au-dessus du lot en règle générale, quoi. Si tu comptes les anciennes régions en plus, donc tu avais quand même pas mal de régions, donc quatrième, normalement tu te positionnes dans les leaders de ta région. Et puis après en cadet, pareil en cadet, j'avais fait quoi? J'avais fait, je crois, un podium en descente et j'avais dû faire 14e en slalom. En cadet 2, j'ai dû faire champion de France en descente et septième, je crois, de mémoire en slalom. J'avais été champion de France en 5000 mètres en course en ligne à l'époque. Donc ouais, en gros, à partir de cadet, je commençais à asseoir un peu ma domination entre guillemets sur les disciplines que je pratiquais. Et c'est vraiment en junior où après, bah voilà, il y avait plus trop de matchs en France. Et puis jusqu'en junior 2 où j'étais champion du monde junior en descente de rivière où finalement je me suis vraiment affirmé comme le leader en descente et en course en ligne aussi, puisque j'avais gagné les sélections de course en ligne et je passais tous les championnats de France course en ligne. Et ça, après, ça a duré, c'était en quelle année? Ça, c'était 94. Et après, bah, ça a duré les années juniors. En senior, bah, il y a eu 15-16, c'est dommage pour les Jeux d'Atlanta, mais 15 et 16, bah, j'avais entre 18 et 20 ans. Je me suis fait mon petit trou chez les seniors en accédant à des finales. Je devais être 7e français sur les 500 et 1000 mètres à l'époque. Et puis à partir de 97 jusqu'à Athènes, en gros, j'ai un peu tué le match parce que là pour le coup j'ai gagné en discontinu en France toutes ces années-là avec
au niveau international, quelques victoires en Coupe du Monde, participation olympique, 3 finales olympiques, un titre de champion du monde. Voilà quoi. L'histoire sportive que j'ai vécue. Est-ce que à partir de minime, quand tu commences à avoir des bons résultats, tu commences à te dire que tu veux être sportif de haut niveau en kayak? Ah non, 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 ça se passe pas du tout comme ça. Hein. Non, non, au minimum, moi, je me marrais et je me rappelle que j'aimais bien gagner et tout, et qu'avec mon frère, on pariait des bouteilles de limonade si j'arrivais à rattraper les concurrents en descente ou si je les battais en course en ligne. Enfin, c'était de la rigolade comme un gamin de 12-13 ans peut avoir, quoi. Donc, j'étais pas du tout dans cette projection des jeux ou d'une carrière internationale. Et d'ailleurs, en fait, je suis pas un très bon exemple dans la mesure où je suis pas du tout fan de sport au sens supporter, tu vois, au sens aller regarder des matchs de foot ou ne pas rater la moindre occasion d'être supporter ou spectateur, quoi. Donc, ce qui m'éclatait, moi, c'était plutôt pratiquer le sport et avoir des émotions dans ce que je faisais, quoi. Donc, même les Jeux Olympiques, tu vois, normalement, j'aurais dû m'intéresser un peu aux Jeux de Barcelone. En 92, j'avais quel âge? En 92, j'étais cadet, quoi. Mais en fait, je crois que je n'ai même pas regardé les Jeux de Barcelone, quoi. Donc, non, non, j'étais dans mon monde là-dessus, quoi. Donc, et c'est peut-être pour ça aussi que je passe un peu à côté de la sélection des Jeux de 96, c'est que à l'époque, je ne m'étais pas forcément rendu compte de l'enjeu ou de l'ampleur de cette manifestation qui s'appelle Jeux Olympiques. Pourtant, à cette époque, vu tes résultats, tu dois quand même t'entraîner presque tous les jours, non? Pour les Jeux d'Atlanta? Juste avant, quand t'es minime, tu passes cadet, donc ton niveau commence à monter. Ah ouais, non, non, je m'entraînais pas énormément. Enfin, en tout cas, en kayak, je m'entraînais pas énormément à ces âges-là. C'est vraiment à partir de junior où j'ai commencé à m'entraîner fort. Mais ça aussi, il faut pas le dire. Faut pas que les jeunes, ils écoutent là. Faut que vous coupiez le podcast. Euh, non, non, j'avais tendance à m'entraîner plutôt en dedans quand j'étais vraiment jeune. Je m'entraînais peut-être trois, quatre fois max par semaine en bateau, quoi. Donc après, en Alsace, on fait beaucoup de ski de fond l'hiver, on fait beaucoup de VTT dans les Vosges. Je faisais pas mal de sport dans le cadre du collège, lycée et du NSS, des choses comme ça. Donc, si vraiment tu considères l'ensemble des pratiques sportives, le cahier d'entraînement, tu peux le remplir si tu as envie, quoi. Mais en spécifique, j'ai vachement diversifié en fait mes pratiques quand j'étais jeune. Et en plus, à diversifier cette pratique entre les disciplines d'eau vive et les disciplines d'eau plate, au final, tu as l'impression que tu t'entraînes jamais, quoi. Est-ce que tu penses que c'est justement cette polyvalence quand tu étais jeune qui t'a permis après d'arriver à un plus haut niveau? Ouais, je pense que c'est, enfin là, je vais rien inventer, hein. Je pense que c'est valable dans toutes les disciplines, hein. Il y a un âge où il faut développer des habiletés motrices et tu les développes pas en faisant qu'un seul sport ou qu'une seule discipline, hein. Donc, faut toucher à tout au maximum quand tu es jeune et ça t'ouvre un peu des perspectives pour adapter après ton corps, ta gestuelle, ton mental à une discipline sur laquelle tu te concentres en fin de carrière ou en maturité de carrière, quoi. Comment ça se fait qu'en junior, tu t'es plus entraîné alors? Est-ce que ça devenait plus sérieux pour toi? Tu avais peut-être des objectifs sportifs importants en tête? Ah bah parce que ça monte progressivement, hein. C'est que bah, en minime, quand tu participes à des France, en cadet, quand tu commences à être champion de France, et en junior, quand tu vises un titre mondial, bah, naturellement, tu deviens de plus en plus exigeant. Ça s'est fait très naturellement, en fait, hein. Donc, c'est un entonnoir vers le sport de haut niveau qui pour ma part, s'est dessiné naturellement. Après, j'ai jamais été sur ces années-là dans des structures d'entraînement style Pôle Espoir ou Pôle France ou classe sport-études ou des choses comme ça. Donc, j'étais toujours dans un collège et un lycée classique sans trop d'aménagement horaire. Donc voilà, je me suis adapté, quoi. Et puis après, il y avait l'exigence des études aussi. C'est que j'étais en tout cas dans un environnement familial qui m'imposait de faire mes études et que le sport c'était sympa aussi, fallait que j'en fasse, mais pas au détriment des études. Donc le cahier des charges était assez simple. Il fallait réussir dans les deux.
Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Eh ben, j'ai fait les études assez basiques quand tu sais pas quoi faire. C'est que j'ai fait un premier S, terminal C à l'époque. Et après quand j'ai coché la case du bac, qui était un peu mon engagement vis-à-vis de ma mère, je voulais plutôt à la base faire des études sur le volet commerce international, mais voilà, à 19 ans là, je me suis rendu compte que par rapport au jeu, je venais d'être champion du monde junior, j'avais d'autres ambitions sportives. Je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément compatible de faire une grande école de commerce par rapport à ce que je voulais faire. Je connaissais pas les dispositifs d'aménagement parce que là, pour le coup, aujourd'hui, quand je vois le nombre de dispositifs qui existent pour faire des grandes écoles, je me dis, je suis peut-être passé un peu à côté d'un truc. Mais en tout état de cause, j'ai pris la filière STAPS un peu par dépit, mais ça sera à refaire. C'était cool parce que j'ai vraiment vécu de belles années. J'ai fait ma licence STAPS à Édimbourg aussi en Erasmus, ce qui m'a énormément apporté tant sur le volet études, langue que même sportif, parce que ça m'a autonomisé à mort. Donc, non, c'est cool. Et après, je suis monté à l'INSEP en 98, sur la fin de mes études, donc sur un pôle France à ce moment-là. Ok, ouais, donc t'es arrivé tardivement sur un pôle France, t'avais déjà 22 ans en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais. Et quand tu rentres en équipe de France, est-ce que c'est pour toi une surprise vu ta pratique, je vais pas dire en dilettante, mais pas à fond kayak? Et ben en fait, non, ça n'a jamais été un objectif que de rentrer en équipe de France, puisque en KD2, j'étais déjà en équipe de France junior. Après en junior, je l'étais en junior, et en senior 1, je l'ai été. Donc c'est comme dire, est-ce que ta sélection au jeu était un objectif. L'objectif, c'était ni d'être en équipe de France, ni d'être sélectionné au jeu, quoi. L'objectif, pour moi, il est toujours lié à la performance et pas à un résultat. Je dissocie vachement la notion de performance et de résultat. Donc, Est-ce que tu peux plus l'expliciter pour ceux qui nous écoutent? Quelle est la différence? la performance, c'est toi qui la réalises. Donc, c'est ce que tu produis, c'est ce que tu as à mettre en œuvre, c'est la gestion de tes émotions, c'est la gestion de ton corps, de l'effort, de tout ce que tu veux, c'est ta performance, ça, c'est intrinsèque. Et le résultat d'être champion du monde, le résultat d'être huitième, le résultat d'être au sein d'une équipe de France, le résultat d'être au-dessus de la ligne des sélectionnés ou en dessous de la ligne des sélectionnés, ça dépend d'autres gens, essentiellement de tes concurrents, essentiellement de tes entraîneurs, de tes sélectionneurs, du système de sélection, de tout ça, c'est extrinsèque. Donc, c'est pour ça que voilà, moi je pense que si j'ai un conseil à donner aux sportifs aujourd'hui, c'est qu'ils se concentrent sur leur performance, à eux, leur performance, et que le résultat, il se dessinera en fonction de leur performance, mais qui s'attardent pas à vouloir un résultat en particulier. Je veux dire, le jour où j'étais champion du monde, s'il y avait un mec plus fort que moi ce jour-là, j'aurais pas été champion du monde. Par contre, ce jour-là, mon objectif était de sortir la meilleure performance possible. Et en l'occurrence, ça tombe bien, cette année-là, en 2001, ça suffit, entre guillemets, pour que je sois champion du monde en termes de résultats. C'est un Quand peu t'es fataliste comme vision. Non, non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Ça me rappelle le bouquin de Bob Bowman qui s'appelait Les règles d'or de l'excellence. Je sais pas si tu connais. Où justement, lui, il distingue beaucoup ça et il parle de sa manière de coacher. Et il se dit exactement ce que tu viens de dire, quoi, de viser la performance et non pas le résultat qui ne dépend pas vraiment de toi au final si tu fais ta meilleure performance. Ok, cool, je vais lire ce bouquin alors. Ouais, bah tu sais déjà, je suis pas sûr que tu en aies besoin. Quand tu deviens champion du monde junior de descente, est-ce que c'est pour comment tu vis la chose en fait? Est-ce que tu gardes des souvenirs de cette compétition ou comme les autres tu as oublié aussi? Euh, Est-ce que c'est une consécration pour toi d'être champion du monde de descente? Alors, je vais dire un truc qui est ridicule aujourd'hui, c'est que j'étais sélectionné au monde course en ligne qui était à Amsterdam et au monde de descente qui était aux États-Unis, dans le Wisconsin, dans le coin des Grands Lacs aux États-Unis. Et en fait, j'ai choisi la course en ligne, pardon, la descente, juste parce que c'était chouette d'aller aux États-Unis et faire un championnat du monde là-bas. Donc, tu vois un peu la motivation du gamin de 18 ans qui, qui fait des choix stratégiques énormes, quoi. Je pense que si la course en ligne avait été dans un endroit un peu plus exotique que l'Europe, j'aurais choisi la course en ligne, hein. Donc,
Donc voilà, écoute, non, on était un petit groupe, comme c'était outre-Atlantique, on n'était pas nombreux sélectionnés. Écoute, ouais, c'était sympa, mais j'ai pas de grands souvenirs. Je suis désolé. Ouais, champion du monde, c'est quand même une bonne consécration, non? T'étais pas content de toi? Si. Non, mais c'est pas ce que je dis, mais là, tu me demandes 20 ans, 25 ans après de me rappeler des trucs. Si, c'était sympa. J'ai une ou deux photos que je regarde avec les copains de l'époque. Ça me fait marrer, quoi. Mais ça reste, voilà, ça a rien de comparable avec un titre senior, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou un titre senior en plus d'une épreuve olympique historique, quoi. Donc c'est pas du tout comparable en termes d'émotion. Ouais, j'étais content et tout, mais bon, fallait, fallait quand même s'entraîner le lendemain et préparer la saison d'après et voilà, quoi. C'est pas, faut pas s'emballer en junior, je pense. Et heureusement, je pense que je me suis pas trop emballé sur ce titre, quoi. Est-ce que tu as continué la descente de rivière après? Parce que je trouve rien dans ton palmarès. Je vois que de la course en ligne Alors, après. ouais, en senior 1, j'ai fait les deux. J'ai fait une Coupe du Monde à Beauvais en senior 1. Euh, et en fait, j'ai arrêté en milieu de saison parce que les calendriers se chevauchaient, quoi. C'est qu'il y avait les Coupes du Monde sur les mêmes week-ends ou un week-end d'intervalle et tout. Et donc, il y a un moment où voilà, quand tu rentres sur le circuit senior et que tu es leader sur deux disciplines, c'est un peu compliqué de concilier les calendriers. Donc là, j'ai fait le choix de l'olympisme très clairement. Donc c'est vraiment en senior 1 où j'ai dit, bon, ça suffit les conneries, je vais me concentrer que sur un sport olympique. Est-ce que quand tu es arrivé senior, tu étais parmi les meilleurs Français sur ta distance du 1000 mètres? En senior 1, je devais être sixième ou septième, un truc comme ça. Ouais. Senior 2, j'ai dû gagner quelques places. Ouais, j'étais milieu de finale, un truc comme ça. Donc non, pas les meilleurs. De toute façon, les années 95-96, les meilleurs, c'était quoi? C'était Pierre Lubac, des Lancereau, des Jean-Damien Liut. Il y a du monde, hein, mais encore une fois, on revient sur la notion de performance et de résultat. C'est que ma performance de mes années 95-96 me positionnait en milieu de finale française. Et quand ma performance elle s'est améliorée et que les chronos ont chuté en dessous d'un certain seuil, bah, du coup, j'étais un peu tout seul, quoi. Donc on revient sur cette notion. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est un sport d'opposition, d'adversité, mais en fait, faut d'abord s'occuper de sa propre perte. Est-ce que dans ces années-là, 95-96, donc senior 1, senior 2, tu t'entraînes toujours à Strasbourg? Ouais, 95-96, donc je suis en STAPS à Strasbourg, c'est les années de Doug. 97, je pars à Édimbourg. Et c'est l'année où j'explose, en fait, au retour en France, au printemps, je reviens en France pour les compètes. Et c'est l'année où j'explose et je commence à tout gagner, dans toutes les distances, en fait. Donc, Édimbourg, c'était pas mal, hein. C'était une année de merde dans le froid de l'Écosse, avec le vent, la pluie et tout ça, mais c'est vraiment des conditions de merde, je me rappelle, parce qu'il y avait un canal rempli d'algues, et puis voilà, mais c'est vraiment l'année qui m'a transformé par rapport à mes performances à ce moment-là. Et puis c'est aussi l'année où après les Jeux d'Atlanta 96, il y a eu Kirsten Neumann, donc l'allemande de l'Est, là, qui avait été recrutée à l'époque par Hervé Adoré et Antoine, qui a pris la succession de la direction technique nationale. Qui est arrivé avec des plans cadres, des programmes cadres pour l'ensemble des athlètes. Et du coup, moi, quand je suis parti à Édimbourg, j'ai suivi cette programmation-là. Donc, j'ai eu une programmation aussi qui, pour la première fois, même si j'étais toujours pas en structure fédérale, je suis passé d'une programmation club que je construisais étroitement avec les différents entraîneurs à une programmation cadre fédérale qui de surcroît était pour l'époque était très bonne. Mais en fait, à cette période-là, tu t'entraînais toujours tout seul ou presque, ou tu avais des partenaires d'entraînement quand même? Et ben j'étais parti à Édimbourg, j'étais en STAPS avec un très bon ami du club de Colmar qui s'appelait Rémi Clermont et qui lui aussi avait chopé l'Erasmus avec moi. Donc on était deux à être partis en Écosse et donc on s'est entraîné footing, bateau, muscu ensemble tout le temps. Donc
On était sparring partner l'un de l'autre. Lui faisait à la base de l'eau vive, de la descente de rivière, hein, et moi on course en ligne, mais voilà, ça ne nous a pas empêché de bien nous entraîner. Et puis à son niveau, il a bien progressé aussi et il a eu un beau parcours. J'ai une question un peu de débutant, mais j'imagine que quand il y a des algues, si tu mets ton coup de pagaie et que tu prends des algues, ça te déstabilise un peu, ça te ça te gêne un peu, non? Ouais, c'était pourri. Mais bon, après tu t'adaptes, hein, tu travailles les trajectoires. Ouais, j'allais dire, à chaque coup de paillet, s'il y en a partout, c'est un peu la surprise. Est-ce que tu vas relever une algue ou pas, quoi, ou un tas d'algues ou. Ouais, mais c'est la réalité aussi des bassins en France, hein. Je veux dire, l'été à Vers-sur-Marne, tu peux avoir beaucoup d'algues aussi, comme sur d'autres bassins. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, mais tu t'accommodes de ça. Après, franchement, quand t'es en l'automne, l'hiver, t'es pas exigeant sur si t'as raté un coup de pagaie ou pas, quoi. T'es dans un travail foncier, tu t'adaptes, quoi. Quand tu rentres d'Édimbourg, c'est à ce moment-là que tu vas à l'INSEP? Non, c'est la rentrée d'après, en septembre. Qu'est-ce Non, qui. non, je rentre d'Édimbourg au printemps 97, en fait. Donc je termine l'année à Strasbourg et beaucoup, un peu moins en cours et beaucoup en compète et en stage. Et c'est la rentrée d'après en septembre où je monte à l'INSEP. Bon, pourquoi tu montes à l'INSEP alors que ça a l'air de bien se passer pour toi, tu progresses un peu chaque année? Qu'est-ce qui fait que tu pars à Paris? Oh bah, pour finaliser mes études, hein, je suis rentré en formation prof de sport à l'INSEP et après j'ai eu le concours. Donc c'était une trajectoire scolaire, enfin scolaire, universitaire pour le coup, quoi. Encore une fois, ouais, je suis désolé, j'ai pas pris des décisions sportives forcément. Non, non, mais y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça tu sais bien. Il y a juste ton parcours. Est-ce que le fait justement de s'entraîner en pôle France accélère tes progrès à ce moment-là ou pas du tout? Oh bah indéniablement, je pense, oui, oui, parce que déjà les années d'avant, quand j'étais à Strasbourg, le club de Strasbourg était rattaché au Pôle France de Dijon à l'époque, donc je faisais quelques jours par-ci par-là à Dijon pour aller chercher la confrontation, quoi. Donc après, quand j'étais résident d'un pôle à Vers, bah, forcément, tu t'entraînes tous les jours avec d'autres et donc t'es tiré vers le haut, quoi. Mais mais bon, après, il n'y a pas de recette non plus, hein. Tu as des gens qui arrivent sur des structures où il y a une forte densité de confrontation et qui se crament parce qu'ils sont attaqués tous les jours et ils n'arrivent pas à lever le pied quand il faut. Quand tu es dans ton club, peut-être que tu gères mieux la fatigue et les jours où il faut lever le pied. Donc l'idée, c'est pas d'être champion du monde de l'entraînement, hein. C'est toujours pareil. Est-ce que tout à l'heure tu parlais d'un entraîneur étranger qui était arrivé? Est-ce que ça a radicalement changé ta façon de t'entraîner? Oui, la mienne et celle de beaucoup de kayakistes de l'époque, hein. Moi encore, j'étais vieux en 87, si j'ai envie de te dire. J'avais quoi, 22 ans, comme tu vois. Mais tu prends des générations comme Étienne Hubert, Vince Le Crudier et compagnie, des Guillaume Burger et autres. Ben, eux, ils ont grandi dès les années minimes cadets avec la rigueur des forces endurance en muscu, des séances de B1, de B2 dans notre jargon. Voilà. Donc il y a eu une rigueur globale qui a été imposée et je pense que moi à 22 ans c'était déjà un peu trop tard, mais ça m'a quand même botté le cul entre guillemets pour que je sois plus rigoureux sur la pratique de musculation et tout ça. Mais il y a toute la génération un peu dorée qu'il y a eu derrière avec Seb Jouve, Le Crub, Étienne Hubert qui persiste encore aujourd'hui, Cyril Carré, voilà, tous ces sportifs-là, ils sont rentrés euh, dans ce moule qui leur a permis dès les années cadets juniors à être meilleurs que ce que nous on a été génération précédente, je pense. Ce que vous faisiez avant cette révolution entre guillemets d'entraînement, c'était plus anarchique, c'était plus, je sais pas comment dire, à la forme du jour. Il n'y avait pas vraiment de plan global. Alors, c'est pas vraiment une révolution de l'entraînement, sachant que Carsten, il recyclait ce qui se faisait dans les années 80 en Allemagne et dans les pays de l'Est, hein. Donc, lui, il venait avec ses recettes, entre guillemets, qu'il fallait après adapter à la mode française, hein. C'est toujours pareil, hein. Un plat étranger que tu cuisines en France, tu as envie de mettre un peu plus de sel, un peu plus de poivre et le mettre à ton goût, hein. Donc, mais disons qu'il amenait les ingrédients et qu'il fallait qu'on se les approprie.
Avant son arrivée, il y avait peut-être pas, d'homogénéité ou de rigueur globalisée, quoi. Donc, il y avait des programmations à droite, à gauche, dans les pôles, dans les machins. Mais là, Kirsten, lui, son intention, c'était vraiment d'imposer en fait une programmation commune ou en tout cas un socle d'entraînement commun pour les pôles France, pour les pôles espoirs, pour les clubs formateurs. Donc, il descendait pour tout le monde, quoi. Et c'était pas que les structures en question. Donc, et puis après, c'est pas non plus, c'est pas qu'une vérité non plus, parce que un programme d'entraînement, deux athlètes peuvent faire le même programme d'entraînement, ils n'ont pas les mêmes performances ou les mêmes résultats en les deux termes à l'issue, quoi. Parce que bah, le programme d'entraînement sur le papier et le programme d'entraînement réalisé sur l'eau, bah, c'est deux mondes différents, quoi. Là, quand tu as 22 ans, est-ce que ce coup-ci, tu commences à avoir des objectifs sportifs? D'ailleurs, tu parlais de l'olympisme. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête ou pas encore? Je pense que je me suis pris le gros coup de fouet sur l'olympisme en avril-mai 96. On s'était aligné avec Cyril Huguet à l'époque en K2 pour la qualif des Jeux d'Atlanta. Et en fait, on fait deuxième. Il y avait un bateau qui devait passer à chaque fois. On fait deuxième sur le K2 500 derrière Aubertin Liut et on fait deuxième sur le 1000 derrière Lancelot Lubac. Donc, donc c'est là où je me suis dit, bon, t'es gentil, t'as un beau palmarès de junior, mais si tu veux être meilleur en senior, va falloir se bouger. Donc c'est bien les échecs. Moi je trouve ça bien les échecs. Ça, c'est très constructeur un échec. Bah, justement, est-ce que cet échec de qualification aux Jeux d'Atlanta a fait qu'après tu avais une soif de progression plus importante? Bon, bah, j'imagine, hein. Oui, oui, indéniablement, j'imagine que de toute façon, c'est toujours pareil, hein. Après les échecs, soit on arrête, soit on se relève et on est plus fort, hein. Donc je ne me rappelle pas avoir arrêté après 96, donc j'imagine que j'étais plus fort. Là, t'as 4 ans entre guillemets avant les prochains Jeux Olympiques. Est-ce que tu es toujours dans cette optique de performance plutôt que de résultats, sachant que là, pour se qualifier au jeu, c'est quand même une histoire de résultats, même s'il y a la performance en amont. Est-ce que tu mets en place des choses pour arriver à cet objectif des Jeux Olympiques? Euh, non, je pense que je me projetais pas d'une façon pluriannuelle à l'époque. J'avais pour cible évidemment les jeux, hein, mais l'idée c'était de ne pas griller les étapes non plus et de m'améliorer en termes de performance chaque année. Donc les résultats dès 97 quand je gagne le 500, le 200, le 500, le 1000 et le 5000, donc à peu près tout le truc, me conforter dans ma progression, mais la performance était toujours insatisfaisante parce que j'avais beau être le leader français en course en ligne, j'étais toujours pas le leader international en course en ligne, hein. Donc c'est voilà, faut relativiser aussi les résultats nationaux avec des performances requises au niveau international. Et comment ça se passait justement à l'international pour toi sur les championnats d'Europe, les championnats du monde, les coupes du monde? Est-ce que tu arrivais à faire des places à ce moment-là? Après Atlanta, tu parles? Ouais, 97? exactement. Écoute, 97, j'étais pas mal engagé. Kirsten m'avait pas mis dans les équipes seniors. J'étais en moins de 23 dans un premier temps avec Cyril, toujours Cyril Huguet. On faisait sixième aux Europes. On faisait sixième aux Europes en K2, 500 et 1000, donc moins de 23. Avec quel âge on avait 21 ans. Et, euh, et donc, on s'est fait le circuit de Coupe du Monde, de compète et tout, plutôt en parallèle avec les seniors. Et à 3 semaines des mondes au Canada, là, du mois d'août 97, moi, il m'a récupéré avec Cyril sur le K de 500 pour les mondes et il m'a mis dans le K4 au pied levé. Et en fait, il a sorti Pierre Lubac du K4 et il m'a mis dedans pour les mondes au dernier moment. Donc, on a fait un K4 sans préparation, sans rien, mais qui, sur un malentendu, a quand même permis à la France d'accéder à une finale en K4, ce qui n'était pas arrivé depuis pas mal d'années. Donc, c'est là où, voilà, cette année 97, j'étais en
en accession finale, je crois, du monde senior, quoi. Voilà, c'est en queue de finale, je dirais un niveau de queue de finale senior. Moi, je trouve ça assez super, étant donné que tu avais 21 ans en 97. Ça présageait quand même. Mais je sais pas si tu te disais ça à l'époque, mais avec le recul, moi, je me dis ça, ça présageait que tu allais monter en puissance et peut-être un jour devenir champion du monde. Toi, tu te souviens pas de ce que Ouais, tu mais te tu disais à t'en fous. l'époque? Non, pas du tout. Tu t'en fous, hein. Tu sais, quand t'es jeune, ça sert à rien de se dire plus tard je serai fort, hein. Tu as envie d'aller vite tout de suite, hein. Donc, c'est vraiment à partir de 98 où finalement j'ai commencé à m'asseoir sur les finales olympiques mondiaux et où mon enjeu n'était plus jusqu'en 97 au niveau international, mon enjeu était de rentrer en finale parce qu'il y a toujours le cut des demi-finales qui est très dur, quel que soit le bateau, hein. Et à partir de 98, en gros, rentrer en finale n'était plus un objectif. C'était d'aller chercher un podium, quoi. Donc c'est vraiment à partir de 98 où en Coupe du Monde j'ai eu quelques victoires ou des podiums, au Championnat du Monde j'ai fait 4, j'ai eu une place de 7 en 500. Voilà, c'est à partir de là où je me suis assis entre guillemets confortablement dans les finales mondiaux, quoi. Je trouve que c'est dur en kayak de viser la performance et pas le résultat parce que les conditions sont tellement changeantes qu'en fait, si on prend le chronomètre pour déterminer une performance, en fait, suivant les conditions, ça peut énormément varier. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, ça pose aucun problème si les conditions sont identiques pour tous les adversaires et ça pose des gros soucis d'inégalité comme en 98 quand il y a eu en finale il y a eu du gros F de travers si t'es plus favorisé d'un côté que de l'autre du bassin, mais après c'est un sport de plein air, hein, donc faut à toi de tirer les bonnes lignes si vraiment tu imagines que le vent il sera de gauche ou de droite, voilà, ça fait partie de l'aléa d'un sport de plein air, hein, c'est comme ça, hein. C'est comme Et, si j'allais dire, est-ce que tu distingues la performance du chronomètre dans le sens où tes sensations, le fait, par exemple, je sais pas, de bien bagayer, de sentir que ça glisse vraiment bien, d'avoir beaucoup d'appui, ça peut être ça pour toi la performance en kayak, en dehors du temps, du chronomètre? Oui, 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 parce que le chrono, tu vois moi, mes meilleurs chronos sur un K1000, par exemple, ça a été autour de 3,26, quoi. Mais j'étais champion du monde en 3,34. Donc, et 3,34, franchement, c'est nul comme chrono sur un 1000. Mais le jour où je l'ai sorti, il y avait un bassin un peu compliqué, qui bougeait, machin, et donc mes adversaires, ce jour-là, n'ont pas pu s'exprimer pour sortir une meilleure performance. Ouais, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais j'ai du mal en fait à voir la performance sans le chronomètre, mais parce que je viens d'un milieu où tout est Bah, avec disons que beaucoup de tu peux repères. avoir une performance, ouais, tu peux avoir une performance avec un chronomètre bien fidèle en natation quand tu es dans un milieu fermé ou en athlée en salle et tout. Déjà, l'athlée en plein air, en fonction du vent, tu peux avoir des chronos qui veulent plus trop rien dire, quoi. C'est pour ça qu'ils mettent des jauges de validation de record dans le record du monde ou d'Europe en fonction du vent qu'il y a, quoi. Mais sur l'eau, quand tu sais les conditions météo, euh, moi, comme je dis, les records du monde, de toute façon, ça sera toujours vent d'eau, bassin lisse. Parce que vent d'eau, bassin démonté, ça compte dedans, enfin, tu vas pas vite. Bassin lisse sans vent, tu vas moins vite aussi. Donc, et la chaleur de l'eau. Ça aussi, faut prendre en compte, hein. Je veux dire, quand tu fais des chronos au mois de mai ou des chronos au mois d'août et que la flotte est à 6-7 degrés d'écart, bah, tu fais pas les mêmes temps, hein. Mais Et ça, c'est pas parce que tu es meilleur. C'est pas parce que tu es meilleur, hein. C'est juste parce que la résistance dans l'eau est moins forte, la résistance au vent est moins forte. Voilà, c'est seconde gratos de l'environnement, quoi. alors comment t'arriverais à définir ce qu'est une bonne performance pour toi? Ouais, c'est la réalisation, en fait. C'est, c'est, c'est produire l'effort max le jour J, à l'instant T. C'est poser sa technique pour être le plus efficace possible. C'est repousser la douleur au maximum. C'est rester solide dans la tronche pour aller au-delà de ce qu'on est capable de sortir sur le papier. Voilà, c'est ça la performance en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, que c'est plus une histoire de sensation, de ressenti.
finalement? C'est une histoire intrinsèque, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment intrinsèque. Après que ton chrono soit meilleur à un moment donné parce que la flotte est plus chaude, parce que tu as un vent d'eau, parce que tu n'as pas de vagues, parce que toutes les raisons du monde, c'est bien, mais à la limite, tu n'as qu'à pas t'entraîner et tu progresses juste avec les conditions externes, quoi. Et ça Euh, marche pas, ça, je crois, hein. Je suis pas sûr que ouais, ça marche, ça. je suis pas sûr que ça marche sur le moyen long terme, peut-être sur quelques mois avec un peu de chance, mais je suis pas C'est sûr. ça. Donc 98, le but c'est les finales. Comment se passe l'année 99 pour toi? Écoute, l'année 99 était pas mal. 98, je fais quatrième en fait, alors que je gagnais les demi plutôt à l'aise. En Hongrie, c'était chouette. C'était le championnat du monde à Szeged en Hongrie, qui est vraiment le temple du kayak à mes yeux, en course en ligne. Donc, grosse déception de faire quatrième quand même en 98. Du coup, l'année 99, je l'attaque plutôt un peu revanchard. Je fais une belle saison. Je fais vice-champion d'Europe. C'était les qualifs pour les Jeux, mais j'en faisais pas une affaire tragique dans la mesure où c'était les 17 premiers en mono 1000 qui étaient qualifiés aux Jeux. Donc 17 premiers, ça veut dire jusqu'à l'avant-dernier de la finale B, hein. Donc sachant que sur le 1000, je jouais le podium, j'envisageais pas de faire 17e mondial, quoi. À part qu'au monde à Milan, il y a eu un gros souci d'hélicoptère. Je me suis fait disqualifier sur un erreur de jugement qui a été reconnu par la suite, mais bon, l'histoire a été écrite. Et donc, ça m'a flingué ma saison 2000, quelle année on était 99, et surtout la sélection du K1000 pour les Jeux, quoi. Puisqu'il n'y avait pas de repêchage et tout à l'époque. Donc voilà, année 99 qui a bien démarré, circuit Coupe du Monde, plus vice-champion d'Europe, et qui s'est tragiquement terminé avec une disqualification en série sur une course avec 0 enjeu, et surtout un quota olympique perdu pour la France. Ah ouais, merde. Ah ouais, donc c'est pour ça, parce que je te voyais pas sur le K1000 au jeu de 2000. Je me disais, bah, qu'est-ce qui s'est passé justement? Mm. Ah ouais. Et Ouais, ouais. Mais écoute, ça fait partie des trucs, hein. Voilà, ça a été très dur. Parce que pour le coup, j'avais ce sentiment de m'être fait voler, en fait ma qualif olympique sur cette course où j'étais disqualifié injustement, quoi. Parce qu'en gros, on m'a disqualifié pour un faux départ avec des axos à Milan. Il n'y avait pas d'avertissement et tout, donc celui qui trichait, en gros, il se faisait disqualifier. À part que c'est un Italien à côté de moi qui a volé le départ. Le juge de départ, il me disqualifie. À l'époque, le DTN, il montre la vidéo et il montre bien sur la vidéo qu'en gros, j'avais pas bougé d'un iota et c'était la ligne à côté, quoi. Ils l'ont reconnu, mais ils ont dit la vidéo n'est pas un support de réclamation, donc c'est pas recevable. Et à partir de l'année d'après, la vidéo est rentrée. C'est bien, j'ai réussi à faire changer les processus de réclamation de la FIC. Comme quoi, on trouve toujours un peu d'utilité à nos actions. ah mais ouais, non, mais c'est bien de le voir après coup, mais c'est sûr que à ce moment-là, quand tu es en train de te battre entre guillemets normalement pour un podium championnat du monde et donc potentiellement un podium aux Jeux Olympiques l'année d'après, c'est sûr que Ah oui, là, tu l'acceptes pas. On est d'accord. On est d'accord. Ouais. et finalement alors Ouais, j'avais mauvaise. tu te concentres sur les équipages alors pour les Jeux? Alors, je courais le K2 500 aussi à l'époque avec Fred Gauthier et là, pour le coup, ça m'avait tellement dévasté qu'on a foiré le K2 500. Ça m'a ruiné, en fait, mentalement, cette histoire de disqualification sur les 3 à 4 jours de Cheval du Monde, hein. Donc, je suis passé à travers du mono où j'étais disqualifié et le K2 500, on passe pas en finale. Donc, pas de quota. C'était 8 premiers en finale en équipage qui avaient les quotas à l'époque. Et du coup, c'est le K2000 et le K4000 qui ouvrent les quotas à Milan en 99. Donc, en gros, on avait, pour la France, pour Sydney, on avait 6 places. Et, euh, et donc, avec ces 6 places-là, on a fait les résultats qu'on a fait à Sydney l'année d'après, puisqu'aux sélections, le DTN a sélectionné 6 personnes en 2000. Et dans ces 6 personnes, il a désigné un K2 qui finalement était ma pomme avec Philippe Aubertin sur le 500 et 1000, un K4 composé en gros
de Pierre Lubac qui faisait le K4000 plus le K1000, lui doublait les deux, et de trois autres collègues, je crois que c'était Fred Gauthier, Maxime Beaucon et Gourichon, Stéphane Gourichon, qui ont composé le K4. Donc à 6, en fait, on a couru 4 bateaux. Les deux K2, le K1000 et le K4. Comment il s'est qualifié le K2 500? En fait, il y a un autre duo qui s'était qualifié, vu que toi, tu n'avais Non, pas. non, le K2 500, c'est pas qualifié, mais en fait, au jeu, c'est une fois que tu as qualifié un K2, tu peux courir l'autre K2, en fait. Ah, ok. C'est le nombre d'accréditations, en fait, qui limite. C'est pas forcément le nombre d'engagements par course. Ok. Et comment ça se passe pour toi alors ces jeux de l'an 2000? Est-ce que c'est une bonne expérience? Est-ce que tu es satisfait, pas satisfait? Ah bah écoute, ouais, je fais 4. Je fais 4 à quelques millimètres de la troisième place dans des conditions folles sur le K2 500. On fait cinquième plus éloigné sur le 1000 dans des conditions plutôt classiques. Non, je suis très content de ces résultats. Je suis très très content de ces résultats, sachant que je revenais de super loin en fait. C'est-à-dire que ma disqualification à Milan l'année d'avant m'a vraiment anéanti pendant pas mal de temps, quoi. Donc pour moi, revenir à ce niveau de performance sur le 500, sur le 1000, sur les Jeux Olympiques et tout, c'est que du bonus. Est-ce que à l'époque Quand j'ai terminé l'année 99, j'avais fait une croix sur les Jeux, quoi. Puis putain, j'aurais jamais. Enfin, je suis disqualifié en série. Un quota qui était si évident, bah, il disparaît. Comment on va faire? Enfin voilà, il y a tellement de doutes et tellement de frustration en fait. Non, franchement, je souhaite pas aux jeunes pagayeurs cette situation-là. est-ce que Souvenir de Sydney, topissime. est-ce qu'à l'époque tu travaillais en même temps ou tu avais je sais pas des sponsors ou tu étais détaché? Comment ça se passait? Alors, j'ai eu mon concours en 2000, donc j'ai commencé à travailler à l'issue des Jeux de Tokyo, qui était en septembre 2000. J'ai démarré à travailler en tant que prof de sport en 2000. Et avant, j'étais étudiant. Ok, donc t'avais Ah le non, temps de t'entraîner. attends, non, l'année 2000, j'étais étudiant et bidas. C'était la dernière année, j'ai fait mon service militaire. Enfin, j'ai fait quelques jours de service militaire au bataillon de Joinville. J'ai oublié ça. Donc, j'avais une solde de 800 francs. C'était l'année où on est passé à l'euro en plus. Donc, ça faisait quoi, 120 euros? Mais à l'époque, 800 francs, c'était bien, parce qu'à l'époque, les salaires étaient moins, en France, c'était moins élevé, bon, quoi. enfin, 120 euros par mois, t'as intérêt à te débrouiller autrement quand même. Et ben, comment tu te débrouillais, justement, à l'époque, alors? Parce que j'imagine comme il n'y avait pas encore tout le net, etc., il y avait peut-être moins de sponsors. Oui, mais évidemment, ouais, j'avais pas tellement de sponsors financiers. C'était l'époque où, bah, quand tu es étudiant, bah, finalement, tu as un train de vie quand même très modéré, comme tout étudiant qui se respecte. Après, j'avais la chance d'avoir des aides tant de la ville de Strasbourg, du conseiller général du Parrain et de la région Alsace, qui, une fois les trois aides cumulées, me permettaient de vivre, pas de vivre dans la durée, mais en tout cas de vivre au quotidien sans être à l'arrache. Et puis, il y avait les aides de l'État, les aides personnalisées de l'État, les AP, là, qui permettaient aussi d'arrondir un peu tout ça. J'avais des partenariats avec le constructeur de bateaux et de pagaies qui me filait le matos gratos. Donc, au final, entre les AP qui me payaient ma pension à l'INSEP, le matos que j'avais gratos et le reste des aides qui me nourrissaient, entre guillemets, bah voilà. Et, tu sais, à 20 ans, tu n'as pas d'autre prétention que bien manger et bien t'entraîner. Et bien étudier, je crois. J'ai oublié, merde. Qu'est-ce que tu avais comme bateau, d'ailleurs, à l'époque? J'étais jusqu'en 2003, j'étais en Winner Pro. Donc, c'est eu Reflex qui s'est transformé en Winner Pro et on avait, quand il y a eu le changement des normes sur la largeur des bateaux et tout, on avait bossé ensemble avec Marc Guillard à l'époque
pour sortir le bateau là, le BBK là, le Miller Pro, un peu avec les petites oreilles derrière. Donc, on avait une bonne collaboration. C'était la fabrication française de qualité, jamais à l'heure, mais de qualité. Mais voilà, quand tu sais comment ils bossaient marque en termes de qualité, bah, t'acceptais que ça soit un peu en retard. Mais bon, c'est toujours un peu marrant. Quand tu l'appelais, tu lui disais, bon, alors mon bateau, tu me l'as envoyé. Il me dit, ouais, ouais, c'est parti la semaine dernière. Et au moment où tu voulais raccrocher, il disait, quelle couleur c'était déjà? Ah oui, d'accord, il est pas peint encore. Bon, bah, il va pas arriver tout de suite. Et c'est quoi la réglementation qui a changé sur la largeur des bateaux? Avant, tu pouvais avoir de la Avant, largeur que tu voulais? un quin devait faire 60 de large obligatoirement. Et ils ont enlevé la notion de largeur. Donc, ton bateau, en gros, une fois que tu enlèves la largeur, c'est que tu peux couper le pont pour qu'il y ait moins de prise d'air, quoi. Donc, les bateaux, ils ont été beaucoup plus étroits. Enfin, ils avaient la même forme, puisque tu avais toujours la réglementation concave-convexe que tu devais respecter, mais comme tu n'étais pas obligé de monter les ailerons jusqu'à 60 de large, bah, tu pouvais les arrêter à ta ligne d'exploitaison où tu voulais. Et du coup, les bateaux avaient un centre de gravité plus bas, plus stable, moins de prise d'air en vent latéral. Et voilà. Au niveau des pagaies, à l'époque, c'était pareil? C'était comme maintenant, Yantex et Bradshaw, ou il y avait pareil autre chose? À l'époque, alors Yantex n'existait pas. Bracha était présent depuis déjà une dizaine d'années. Hein. Il y avait Bracha, Letzmann. Il y avait beaucoup de Letzmann à l'époque. Il y avait les Gut, qui étaient tchèques, qui étaient de très belles pagaies aussi, mais gros. Il y avait Double Dutch, il me semble. Et voilà, je n'ai plus en tête ce qu'il y avait. Bon, moi, j'ai toujours été plus ou moins en matcha. Hein. Je n'ai pas trop bougé sur ces années-là. Et en fin de carrière, j'avais basculé avec le constructeur français Select. Donc, voilà, j'ai essayé d'autres pagaies, une fois une Gut, une fois une Detman et tout, mais ça n'a pas persisté au-delà d'une saison. Ouais, toutes ces marques-là, j'ai l'impression qu'elle milieu du kayak, c'est vachement rétréci ou je sais pas, mais toutes ces marques-là n'existent plus aujourd'hui, en fait. Euh, ouais, ouais. Si en slalom, t'as Double Dutch, toujours un nom? T'as plus Je, dans ces Gala Sport? je Ouais, sais, c'est plus. ouais, je vois plus Gala sur les photos que, Ouais, bah, il y a un turnover. Après, à l'époque, tu vois, même les bateaux, hein, les bateaux français, c'était plutôt une niche. Les Allemands, ils avaient leur propre bateau FES. FES, FES, là, c'est le laboratoire à Berlin. Et le gros leader à l'époque, c'était Plastex, le polonais. Et puis, bah, au fur et à mesure des jeux, ça s'est inversé. C'est Nelo qui a pris le lead et qui a produit en fait des bateaux de grande qualité avec un modèle économique intéressant pour les fédés à travers un système de leasing et tout, quoi. Donc, bah, c'est les marchés qui changent, hein, qui évoluent, c'est normal ça. donc, jeu de 2000 et ensuite, bah, 2001. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'année de ta consécration? Euh, ouais, je pense que 2001, en fait, j'ai vraiment surcompensé de tous mes entraînements de 99-2000, en fait, parce que c'est pas une année où je me suis énormément entraîné, là, pour le coup. C'est une année où j'avais un peu levé le pied, je commençais ma carrière professionnelle un peu, voilà, c'était après les Jeux, il y a toujours un peu une soupape de décompression après les Jeux. Euh, mais c'est une année où sportivement, finalement, j'étais ultra frais, ultra disposé à concourir et booster de mes résultats des Jeux de l'année d'avant. Donc, sur toute la saison Coupe du Monde et Monde, je me suis régalé, quoi. Alors, justement, est-ce que tu te souviens, cette fois-ci, de cette course où tu deviens justement champion du monde en 2001 du 1000 mètres? Ouais, là pour le coup, voilà, il y a certaines courses, que ce soit le K2 500 au jeu ou cette course-là, c'est des courses qui sont indélébiles, hein, qu'on garde bien en tête. Et voilà, cette course-là, en fait, était assez drôle parce que je t'ai parlé de performance depuis le début de ce podcast, mais au mois de juillet aux Europes 2001, au mois de juillet, j'avais gagné des Coupes du Monde en début d'année, au printemps, et au mois de juillet, on va aux Europes à 6 semaines des mondes. Et je me prends une branlée, je fais quatrième aux Europes, enfin je me prends une branlée, en gros je fais quatrième aux Europes, mais à 4 secondes du premier. Et là, avec mon entraîneur qui s'appelait Albert Pernet, je lui dis,
et qu'est-ce qui se passe? Tant je pensais être bien, machin, enfin voilà, grosse remise en question. Euh, Pourquoi ça n'a pas marché? En fait, en échangeant, il s'avérait que ça a été une course assez offensive de partout et que j'avais essayé de contrer toutes les attaques des uns des autres sur la même course. Mais le problème, c'est que quand tu as trois ou quatre adversaires qui t'attaquent, au bout d'un moment, T'es cuit, quoi. tu peux pas répondre à tout le monde, quoi. Donc, je m'étais bien fait avoir. Et puis au monde, on s'était marré parce que je savais que j'étais très en forme en série en demi. J'avais gagné mes courses, mais vraiment facilement et d'une façon très fluide. Donc, tu sais, quand finalement tu arrives, tu es en forme et que tu as la pêche. Et pour la finale, on avait dit, bon, là, on va pas faire l'erreur. L'idée, c'est pas de sortir la meilleure performance pour le coup. Je sais que je me contredis par rapport à tout ce que j'ai dit avant, hein, mais c'était Non, non, vraiment la mais après, stratégie. c'est l'évolution, c'est ton évolution, Voilà, quoi. c'était vraiment la stratégie qu'on avait adoptée. Et donc, j'avais dit, bon, là, en gros, l'Allemand Livowski, c'est lui qui est l'homme à abattre, qui gagnait quand même 90% des courses sur 1000 depuis 3-4 ans. Si je dois me concentrer sur une personne à battre, faut que ce soit lui. Et après, on verra ce que ça donnera, quoi. Donc, en gros, mon seul objectif de course en finale, c'était de battre Lutz Livowski d'entrée de jeu. C'était de lui mettre une pointe et de garder cette pointe-là. Et par contre, s'il avait fait 9e, j'aurais fait 8e, quoi. Donc, donc c'était un pari assez drôle, d'autant plus que je gagne cette course. Donc, je sais que je la gagne. J'étais hyper content parce que je sais que j'étais devant Lutz. Et en fait, j'ai un copain argentin en ligne d'eau 9 qui s'intercale entre nous, qui fait 2e. Et lui, je ne l'avais pas calculé de la course. Donc ça, c'est drôle en fait, parce que je gagne, donc je coche mon plan de course et mon objectif de course. J'ai battu aussi d'une petite seconde, une seconde et demie. C'est ce que j'ai laissé derrière pendant tout l'île à peu près, parce que je me suis calé sur son rythme en fait. Et à part que mon pote argentin, il s'est intercalé quand même dans ce trou de souris et qu'il aurait pu s'intercaler une seconde devant, quoi. Donc, j'aurais pas été champion du monde à ce moment-là. Comme Mais, quoi, mais, ça tient un peu, hein. mais est-ce que tu es satisfait de ta performance, justement, dans cette course-là? Est-ce que pour toi, tu as eu, justement, tous tes marqueurs au vert? Ouais, je pense que j'avais vraiment la pêche en fait sur cette course-là. Franchement, je pense que en termes de prépa, d'aisance et même mentalement, j'étais disposé. Enfin, tout était réuni et ça a été vraiment une course très 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 fluide. Maintenant, je l'ai abordé aussi avec une stratégie un peu différente de ce que j'avais fait par le passé, quoi. J'étais pas parti pour sortir le meilleur chrono de ma vie, quoi. Et c'est peut-être pour ça que le chrono est pourri aussi en 3,34, hein. C'est que du coup, ça a vraiment été une course d'opposition. Et contrairement aux Europes, ça n'a pas été une course d'opposition avec l'ensemble des finalistes, mais ça a été un duel entre Livowski et moi-même, quoi. Est-ce que quand tu deviens champion du monde, je sais pas si on peut dire ça, mais la pression retombe pour les années suivantes sur le kayak et tu te dis, bah voilà, j'ai fait le tour ou Ouais, ça c'est super dur. Moi, j'admire des sportifs comme Tony ou Fabien qui ont récidivé en fait dans leur titre, soit olympique, soit de titre mondial. Euh, à mon niveau, quand j'ai coché cette case de champion du monde en 2001, d'autant plus avec une quatrième place à Sydney, une disqualification en 99, une quatrième place en 98. Ça a été vraiment la case cochée, quoi. Je me dis, ça y est, je l'ai fait. Là, il y avait une satisfaction. Et après, c'est compliqué de se remobiliser. Et je parle que du K1000, hein, parce que me remobiliser en K2, ça a été très facile. Enfin, il n'y a pas besoin de se remobiliser en K2. Hein. J'avais fait 4 aussi en K2 cette année-là. L'année d'après, on refait 4. L'année d'après, on refait 5. Enfin, tu vois, j'étais dans ce projet, quoi. Mais me remobiliser en monoplace et redonner du sens, en fait, à reproduire une performance, ça a été très, très dur. Et je tu pense que aurais. j'ai jamais su le refaire en fait. Quand tu regardes mon parcours, finalement, j'ai jamais su me remobiliser aussi fortement. Pourtant, je vois sur Wikipédia, tu fais les Jeux Olympiques de 2004 en K1 500.
Ouais, mais en 500. En 1000 aussi, j'ai fait, mais je fais demi-finale, je passe à côté. Tu te dis alors finalement que trouver une nouvelle distance ou une autre épreuve avec le K2, t'as remobilisé? Ça t'a plus Carrément, motivé? carrément. Ouais, ouais, mais c'est un peu le principe aussi après ma carrière, c'est que quand j'ai arrêté ma carrière en 2007, pendant 3 ans, j'ai pas fait de bateau. C'est-à-dire que je ne pouvais pas refaire du kayak parce que j'avais un niveau d'exigence par rapport aux sensations que j'avais qui n'était plus corrélé quand j'étais plus entraîné. Donc je courais, je faisais du vélo, je faisais tout ce que tu veux, mais je faisais pas de kayak. Il m'a fallu quelques années avant de revenir au kayak et reprendre plaisir à naviguer en ayant fait le deuil de mes sensations d'avant. Parce que là, c'est pareil, en fait. Quand j'étais athlète, en 2001, je gagne, mais les années d'après, je montais sur l'eau pour une compète, je ne retrouvais jamais cette sensation de fluidité, d'aisance que j'ai eu peut-être l'année d'avant. Du coup, tu es à la recherche d'un truc que tu as vécu, mais que tu n'arrives pas à reproduire, et donc voilà. Alors que sur une autre distance ou dans un autre équipage, c'est un autre projet en fait. Donc c'est d'autres pairs, c'est d'autres sensations, c'est autre chose quoi. Ah oui, je vois exactement ce que tu veux dire parce que beaucoup de personnes que j'ai interviewées sur ce podcast-là qui sont maintenant retraitées disent tous ce que tu dis. Je pense à Romain Marco que j'ai eu juste avant toi, qui justement lui aussi est pas monté dans un kayak pendant 3-4 ans parce qu'il avait plus les sensations. En fait, il arrivait plus. Pareil pour Vincent Le Crubier que j'avais interviewé, qui avait arrêté pendant longtemps aussi. Que tu perds vite. J'ai l'impression que le kayak, tu perds du moins en course en ligne. Comme je connais moins les autres disciplines, tu perds vite tes sensations si tu n'es pas en fait à fond dans ton entraînement, etc. Il suffit que tu t'entraînes plus que 3 fois par semaine et tu perds énormément je sais pas ce qu'on peut dire, de ta fluidité, ton relâchement, de tes sensations. Ça pardonne pas en fait d'en faire Mais en pas fait, par c'est un sport. intermittence, mais juste régulièrement quoi. Ouais, mais c'est un sport assez simple en fait. Hein. C'est que contrairement à l'eau vive en slalom par exemple, où tu as ta technique, tu as ta navigation, ta lecture de rivière, les mouvements d'eau, tu as plein de choses en fait qui rentrent en compte. En course en ligne, en fait, c'est une activité plus simple sur le papier, mais qui en devient plus complexe parce que du coup, quand c'est plus simple, il y a plein de gens qui peuvent le faire. Il y a plein de gens qui peuvent réussir à un certain niveau. Donc, si tu veux te détacher de ce niveau où la plupart des gens arrivent à réaliser quelque chose de simple, c'est que tu dois aller au-delà dans la finesse en fait de la navigation, de la glisse, de l'appui, du meilleur rendement, quoi. Donc, tu n'as pas d'échappatoire. Tu peux pas dire je vais prendre le bon courant là, je vais prendre la bonne vague. Non, là, voilà, t'as ta baguette, t'as ton bateau et t'as le plan d'eau, quoi. Donc, euh, et quand t'arrêtes, ta condition physique, bah, ça c'est un peu le principe de l'entraînement. Hein. Quand t'arrêtes, ta condition physique, bah, elle se dégrade normalement. Et donc tes postures techniques, tu les maintiens moins longtemps. Et donc si tu tiens moins longtemps tes bonnes postures techniques, bah, tu transmets moins bien dans le bateau. Donc ton bateau glisse moins bien. Donc tu as des sales sensations et donc t'es frustré. Et tu dis c'est un sport de con. J'ai- Et il faut arriver au bout d'un certain temps où quand tu remontes en bateau, tu reprends plaisir à naviguer, tu dis ah putain c'est un bon sport, ça glisse, l'environnement est génial, t'es sur l'eau, il fait beau, t'entends les oiseaux, et là t'as plus de frustration parce que ton corps il a un peu mis de côté les super sensations que tu as eues par le passé. Alors que ça ne t'arrive jamais. Enfin moi je sais que quand je vais courir ou quand je vais faire du vélo, comme c'est pas mes pratiques prédominantes. Bah, si un jour j'ai pas de bonnes sensations en vélo, bah, c'est quoi, c'est pas grave, hein, j'ai pas de bonnes sensations en vélo, quoi. J'en fais pas tout un plat, quoi. En kayak, c'était plus compliqué au début. Ouais, il faudrait que je pose la question à des cyclistes, des anciens cyclistes qui sont en fin de carrière ou qui ont arrêté, voir s'ils ont la même chose en fait, de se dire ah je vais beaucoup moins vite, ça va moins vite, j'arrive plus à en faire. Ou ce serait une bonne question, ça, de savoir si Ah ça bah fait les ça pour les mecs, autres sports. moi j'ai des copains style Florian Rousseau là, qui est multi-champion olympique en piste là. Bah, quand on va rouler ensemble, il roule sans compteur. Comme... Non mais comme ça, il résout le problème. Il roule sans compteur parce que les mecs qui roulent fort, si à l'époque, je raconte n'importe quoi, hein, mais s'ils faisaient leur sortie à 45 km/h, si aujourd'hui ils la font à 35, ils vont se pendre. Hein. Donc le fait de rouler sans compteur, au moins tu te mets pas cette exigence-là. Et je comprends tout à fait qu'ils roulent sans compteur. Lui. Ouais, mais je comprends aussi, même si psychologiquement,
Ça doit être difficile quand tu as été à très très haut niveau. Là, on prend l'exemple de Florian Rousseau, c'était ma jeunesse aussi. Et tu vois Florian Rousseau qui va super vite, etc. Et puis d'un coup, ouais, si tu perds 10 km/h, ça va être dur à vivre de se dire. Ouais, j'ai du mal. Pour l'instant, j'ai pas encore, j'ai jamais été à haut niveau, donc j'ai pas ce truc-là, mais, mais ouais, va être difficile, quoi. Et comment ça se passe pour toi alors les années après 2001 pour les Jeux Olympiques de 2004? Est-ce que ça restait dans un coin de ta tête cette qualification pour 2004? Alors ça a été un peu bicéphale. C'est que j'ai eu le projet toujours du K2 avec Philippe Aubertin là qui avançait bien jusqu'en 2003 où on était 4-5e mondial. Et en mono, par contre, je me suis pris des baffes à chaque fois. Avec l'arrivée en 2002 de Nathan Bagadé, l'Australien là qui s'est fait doper après, qui s'est fait choper positif au dopage par la suite mais qui est arrivé en 2002, lui, un peu de nulle part. En 2003, c'est le jeune Adam Van Coverden qui par la suite a été champion olympique, qui a vraiment explosé. Bah voilà, parce que les jeunes, à un moment, je commençais à être dans les vieux, hein, donc les jeunes, ils arrivent et ils dégagent les vieux, hein, c'est dans l'ordre des choses. Donc j'étais un peu bousculé sur ces années-là en monoplace. Et après, il y avait l'objectif, bien sûr, d'Athènes. J'ai essayé de me bousculer sur l'année de qualification d'Athènes en partant en Australie avec Philippe Collin pour monter un nouvel équipage. Nouvel équipage qui a été très bon au niveau des sélections françaises au printemps 2004. On avait gagné les deux distances, K2500 et K2000, avec à chaque fois des valises d'avance. Mais niveau, là, en termes de résultats, tu vois, en France, correct, mais performance insuffisante au niveau international, on n'a pas réussi à qualifier le bateau pour Athènes en K2, quoi. Donc, du coup, j'ai fait les Jeux d'Athènes en monoplace avec une qualification que j'avais eue de par ma place de K1000 en 2003. En fait, c'était la redistribution des places du K1000 où j'avais fait premier de la finale B. Cette place-là m'avait qualifié pour les Jeux en 2004. Et comment ça se passe alors 2004, ces Jeux Olympiques pour toi? Écoute, c'était un moins bon souvenir que 2000 parce qu'on était moins nombreux. J'ai l'impression, en tout cas, dans mon souvenir, on n'était vraiment pas nombreux à être sélectionnés en 2004. J'ai eu moins de choses à partager finalement parce que j'ai fait que du mono, donc c'est toujours galère de ne pas partager, je pense, le quotidien, l'entraînement, la fatigue et les courses. Moi, j'aime beaucoup l'équipage sur cette partie-là. C'est pour ça que j'ai toujours essayé d'avoir à la fois des courses en mono et des courses en équipage, c'est que ça te permet de garder un lien aussi dans le partage. Et donc voilà, content d'avoir fait une finale, mais je peux pas dire que ça a été ma plus belle année sportive, quoi. Qu'est-ce- Est-ce qu'après 2004, vu que tu n'as pas été champion olympique ou champion du monde du 500 ou même fait un podium, on va dire aux Jeux en équipage, est-ce que tu trouves cette motivation pour continuer là-dedans, dans la poursuite de ces objectifs-là, ou Non, finalement mais je pense que tu décroches? ouais, objectivement, j'ai arrêté ma carrière en 2007. Enfin, officiellement, j'ai arrêté ma carrière en 2007, mais si je devais être honnête avec moi-même et analyser un peu ma fin de carrière, je pense que ma carrière, je l'ai arrêtée à Athènes, en fait. Parce qu'en 2005, j'ai eu beaucoup de mal à revenir. Je voulais faire un gros break après les Jeux. J'ai repris l'entraînement au mois de février. Et donc, j'ai fait une année 2005 très, très maigre. Du coup, l'année 2006, je suis revenu, mais en ayant fait une année 2005, il y a toujours un peu d'inertie hein, dans l'entraînement, quoi. Donc, en ayant fait une année un peu blanche l'année d'avant, 2006, ça n'a pas été terrible. 2007, je me suis arrêté aux sélections, je n'étais pas au niveau. Donc, très clairement, je pense qu'en 2004, c'est vraiment là où j'ai inconsciemment arrêté ma carrière. C'est là aussi où j'ai mis d'autres priorités dans ma vie, puisque j'ai fondé une famille aussi. Mon fils est né début 2005. Donc voilà, je pense qu'indirectement, je suis passé dans un processus qui m'a éloigné de l'égoïsme du sportif de haut niveau et de sa planification individuelle de sa vie. Est-ce qu'à l'époque, pour performer, est-ce que la préparation mentale, par exemple, c'était déjà pratiqué
Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Est-ce que toi, tu faisais des choses comme ça ou pas? Ouais, moi j'avais bossé dans les années 2000 en fait avec un préparateur mental de l'époque. Donc, en tout cas, j'avais ce champ-là. Alors, pas au quotidien, mais j'avais un préparateur qui me suivait, que je voyais soit tous les deux, 3 mois, soit par téléphone régulièrement. Donc, c'était déjà une dimension qui m'intéressait. Parce que, Et- comme je t'ai dit, à un moment, si tu vas aller au-delà de la douleur, ça se passe pas que physiquement, ça se passe bien dans la tronche, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu faisais pour performer que les autres ne faisaient pas dans l'organisation quotidienne, dans l'hygiène de vie ou autre? Je pense que franchement, je pense que j'ai eu globalement sur toute ma carrière une très bonne hygiène de vie. C'est que j'ai toujours été concentré sur les performances et donc je me disais toujours que si c'est pour s'entraîner 3 voire 4 fois par jour à un moment et qu'à côté tu flaques ça, soit en fumant, soit en buvant, soit en bouffant mal, soit en faisant la fête et en ne dormant pas, ça sert à rien de s'entraîner. Enfin, voilà, faut être cohérent par rapport à soi-même, quoi. Donc, je pense que j'ai toujours su me reposer, avoir une hygiène alimentaire et de vie correcte. Ça veut pas dire que j'ai pas fait la fête de temps en temps, hein, mais globalement, ouais, s'il y avait 2 ou 3 fêtes par an, c'était le soir des Europes et le soir des mondes. Hein. Voilà, c'était assez ciblé, quoi. Tu me remets les compteurs à zéro 2 fois l'an aux Europes et au monde, et le reste du temps, tu es concentré sur ta performance, quoi. Est-ce que tu as eu Et des blessures avec le le sommeil, kayak? je pense que je suis un grand dormeur. Je pense que je suis un grand dormeur et je pense que le sommeil aide énormément à récupérer de l'entraînement et à être disposé mentalement. Euh, les blessures, non, j'ai jamais trop eu. J'ai toujours été suivi, enfin toujours, depuis les années 97-18, j'ai été suivi par des ostéos. Donc voilà, je ne jure que par certains ostéos qui sont de vrais magiciens et qui te permettent de pas te mettre des anti-inf et d'autres merdes dans le cornet. Donc si vous avez un bon ostéo, gardez-le. Il vous, il vous gardera en bonne santé. Tu sentais que tu avais des choses qui fonctionnaient pas bien pour aller voir les ostéos? Comment c'est arrivé que tu ailles voir des ostéos? Oh, mais parce que quand tu t'entraînes un moment au taquet, t'as mal partout. Hein. Je veux dire, t'as les épaules qui sont sollicitées, les cervicales qui sont sollicitées, t'as les lombaires en feu en course en ligne, en équipage, t'es toujours de travers. Ah oui, t'es en vrac. T'es en vrac, mais bon, ça fait partie du truc. Hein. Faut Euh, juste, voilà, c'est bien s'étirer, bien se soigner avec les ostéos, libérer ton corps, et normalement, tu te blesses pas, quoi. j'ai cru voir qu'après, quand tu as pris ta retraite sportive, tu as travaillé pour la fédération. Ouais, j'ai bossé 3 ans de 2007 à 2010 pour la Fédé, en charge de tout volet, suivi socio-pro, vie de l'athlète, là. Et c'était sympa, c'était une très bonne expérience. Et après, je suis parti un peu dans le privé, histoire de me prouver que je savais faire autre chose. Et puis, j'ai atterri quelques années plus tard, de nouveau dans le monde du sport, au sein du ministère des Sports, à la direction des sports, un petit parcours politique au sein du cabinet du ministre Caner à l'époque, en 2014. Et puis, j'ai rejoint de nouveau la grande maison INSEP en 2017 avec le directeur général qui a changé après les Jeux de Rio. Donc voilà, un parcours assez diversifié finalement, fédération sportive, administration centrale et établissement Ça et consiste privé. en quoi ton travail aujourd'hui? Là, depuis un an, je suis à la tête d'une cellule qui gère en fait toutes les relations internationales de l'INSEP et la relation au centre du réseau Grand INSEP, c'est les CREPS, c'est les autres écoles et instituts qui sont intégrés, reconnus par le label qu'on octroie à l'INSEP. Donc voilà, c'est du travail en réseau, c'est de la mise en commun des ressources, des compétences. Je te cache pas que au niveau territorial national, ça va encore. Au niveau international, pour l'instant, c'est beaucoup de visio et beaucoup d'échanges mails, de conventions, de plans d'action sur papier, mais la mise en œuvre, tant que les frontières sont fermées, c'est un peu compliqué là avec le Covid. Donc on a hâte que tout ça s'arrête
tu as mis combien de temps avant de remonter dans un bateau après la fin de ta carrière sportive? Est-ce qu'aujourd'hui tu pratiques encore le kayak? Tu en fais un peu? Ouais, j'en fais. Écoute, j'ai mis, je pense, 2, 3 ans à remonter. J'ai dû remonter vers les années 2010, réellement en course en ligne, hein. Après, monter en kayak dans des polypylènes, dans un C2, en vacances, des choses comme ça, j'ai toujours fait, hein, mais remonter dans un bateau de course en ligne, j'ai dû mettre 2, 3 années. Pour autant, j'ai toujours été licencié à la Fédé depuis le début, depuis 87, je suis licencié toujours à Strasbourg-Vive, donc voilà, j'ai ma ligne directrice qui tient toujours, que j'ai pratiqué ou pas. J'adore ma fédération, j'adore la pratique du canoë-kayak sous toutes ses formes, hein, que ce soit en eau plate, en eau vive, même en mer, ou même si c'est un milieu où je suis moins à l'aise. Donc non, c'est chouette. Après, je suis pas revenu bosser aujourd'hui au sein de la Fédé parce que voilà, il y a des conjonctures politiques aussi. Je m'inscris pas forcément dans les orientations du président Zungrana depuis 2016. Et puis là, comme il repassait de justesse pour 4 ans, voilà, ça fait partie du jeu. Faut être fair play aussi, quoi. Et, j'ai une question peut-être un peu plus personnelle. Tu aurais des choses je sais pas si tu peux répondre, mais que tu voudrais changer au sein de la Fédé pour le kayak? Ah, j'ai plein d'idées, ouais. Mais pour autant, comme je suis pas aux affaires, je je m'épanche pas sur le sujet. Si un jour je reviens aux affaires, j'ai plein de choses en tête qui j'espère aideront cette fédération, cette belle fédération et permettront à nos jeunes de bien s'éclater. Ouais, et pour faire ce podcast, j'ai interviewé pas mal justement des athlètes actuels, mais aussi des anciens ou des entraîneurs qui ont pas mal de bouteilles. J'ai l'impression que le kayak a quand même beaucoup de mal à se développer. Et j'ai même l'impression qu'il y a de moins en moins de monde qui fait du kayak. J'en parlais avec Claudine Leroux que j'avais interviewé et qui me disait que il y avait ressentait dans son comité qu'il y avait de moins en moins de jeunes qui se mettaient au kayak en fait. Est-ce que Alors, est-ce que c'est vrai? si ta Est-ce remarque, que alors si sa remarque concerne la dernière année avec le Covid, c'est juste une évidence, mais c'est propre à toutes les fédérations, hein. L'ensemble des fédérations ont une chute de 30 à 40% des licenciés. Mais parce que les pratiques sportives sont un coup fermé, un coup ouvert, et c'est très compliqué aujourd'hui pour les clubs d'accueillir du monde et pour les parents de mettre des enfants au sport, hein. C'est dramatique, hein. Là, on va voir dans les années à venir si le taux de décrocheurs est élevé ou pas, mais moi je suis très inquiet sur la tranche d'âge 10-20 ans, des jeunes qui sont pas en structure et qui s'entraînent pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la dérogation pour s'entraîner, quoi. Donc ça c'est une réalité. Après sur la pratique dans notre fédération, euh, je pense que je pense que les gens ils adhèrent ou pas à un projet fédéral, à une dynamique fédérale, à des personnes qui sont à la tête de la fédération et tout. Donc ça c'est des choix individuels. Je sais pas si c'est impactant jusqu'aux pratiquants lambda qui est très éloigné finalement de ces sujets-là. Mais peut-être que la Fédé mériterait un plan de développement un peu plus innovant, plus moderne. Oui, peut-être. ouais, je digresse un peu, mais par exemple moi je suis déçu en tant que pratiquant de loisirs de pas pouvoir suivre les compétitions en direct. Tu vois, dans beaucoup de fédérations, quand il y a un championnat de France ou quoi, tu peux le suivre en direct sur YouTube ou tu vois ou sur Facebook ou quoi, sur une plateforme. Et là, pour le kayak, par exemple, les Open, tu peux rien suivre quoi. Et pourtant, ça me semble pas très compliqué à mettre en place. Mais je Bah, écoute, moi je peux pas te répondre, hein. Faudrait que tu ouais non sollicites mais parce que le moi je viens DTN du milieu de la ou muscu les élus de la Fédé. et C'est pas de mon ressort, ça, malheureusement. Mais ouais, je te ouais, mais rejoins. je trouve ça assez bizarre parce que moi je viens du milieu de la muscu qui sont des toutes petites fédés comme la Force Athlétique ou vraiment des toutes petites fédés qui sont scindées il y a pas longtemps et quand tu veux voir le championnat de France ils mettent un live sur YouTube voilà en fait ça me paraît assez simple et je Mm. trouve ça assez bizarre que ce soit pas encore fait alors que ça demande pas grand chose et c'est sûr qu'il y aurait peut-être pas beaucoup de spectateurs mais ça aurait au moins le mérite d'exister Mm. donc je ne peux pas voir les courses donc voilà si tu C'est n'es les pas sur boules, place c'est tu les peux pas boules, c'est les boules. Eh voilà, oui. tu peux pas voir les courses. Ah, si seulement c'était ça que le problème. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, non, mais Écoute, il y a un c'est temps bien. pour tout, je crois. C'est un problème un peu global. Eh ben, super. J'arrive à la fin de mes questions, Babac. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés que tu souhaitais aborder?
Écoute, non, je pense que ça a été un peu historique, ma vie, mon œuvre, en suivant le calendrier. Je sais pas si ça passionnera beaucoup de monde ou pas. Non, ce qui serait intéressant, c'est peut-être aussi un jour de corréler une pratique sportive de haut niveau par rapport à, pour moi, il y a un élément qui a été mon moteur pendant toute ma carrière et dont on n'a pas parlé, ça restera les émotions en fait. Je pense que on fait une pratique, on agit aujourd'hui en fonction de ses émotions. Et, euh, et moi, le sport, c'est un domaine dans lequel j'ai eu des émotions. C'est le sport qui m'a procuré les émotions les plus incroyables de ma vie. Ouais, mais c'est vrai que je digresse encore un petit peu, mais c'est vrai qu'on essaye de tout rationaliser et finalement on voit bien que ce sont nos émotions qui nous dirigent malgré tout ce qu'on essaye de rationaliser, quoi. Même, et tu l'as bien montré dans ce podcast-là, où je t'ai posé pas mal de questions un peu rationnelles et où tu m'emmenais sur justement de l'émotionnel avec les sensations, le ressenti, etc. Donc, Ah non, mais et- pour moi, de toute façon, que ce soit dans le sport ou dans la vie sphère privée ou dans la vie sphère professionnelle, euh, si tu veux être bon, il faut gérer tes émotions. Donc, et tes émotions, bah, elles t'emmènent soit sur des situations plutôt pacifiques, soit vers la colère, soit vers la tristesse, soit vers le dégoût, soit vers la peur, et avec toutes les conséquences qu'il y a derrière, soit vers des situations de surprise, quoi. Donc, t'as pas 15 émotions, hein, t'en as, voilà, on est là, hein, t'as 5 6 émotions qui nous orientent, en fait, dans toutes nos actions, quoi. Donc, si tu essayes d'être maître de tes émotions, d'être à l'écoute dans un premier temps, et puis essayer d'en être maître, bah, tu auras une vie plus heureuse et plus épanouie. Donc, à tous ces jeunes pagayeurs, faites du sport, procurez-vous des émotions, et puis si un jour vous n'avez plus d'émotions, vous n'avez plus de plaisir, euh, bah là, faut peut-être vous poser les bonnes questions et essayer de retrouver un peu ces émotions-là, quoi. Ça sert à rien de forcer si t'es pas en phase avec toi-même. j'ai une question de Romain Marco, donc qui t'a conseillé pour ce podcast. J'ai une question qui est un peu difficile, donc c'est la question de Romain, je tiens à préciser, qui a demandé dans le précédent podcast qui n'est pas encore sorti, est-ce que ta pilosité t'a gêné dans ta pratique? Non, mais lui, je pense qu'il a un problème. Là, il me reporte en fait ses propres frustrations parce que c'est un de ceux qui adorait se raser le torse. Donc, écoute, moi, je me suis jamais rasé le torse. Donc, et dans la mesure où, jusqu'à preuve du contraire, j'ai un meilleur palmarès que lui, tu pourras lui répondre que ma pilosité a même été favorable à ma performance par rapport à lui. Il me dit, pose-lui cette question-là. Alors j'ai dit, c'est une question un peu difficile. J'essaierai à la fin du podcast. Il n'y a pas de souci. Je me permets une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me conseillerais d'interviewer pour ce podcast? Tu fais quoi? Que les ligneux? Pour l'instant, je fais que les ligneux, mais je suis ouvert. Quelqu'un que toi, tu jugerais qui pourrait être intéressant, qui a des choses à partager, voilà, dans le monde du kayak. Euh, Bah, écoute, je pourrais te conseiller assez aisément mes anciens équipiers. Hein, je sais pas si tu les as fait ou pas. Il y a Philou Collin, qui est double champion du monde olympien, qui a un des plus beaux palmarès, qui est entraîneur aujourd'hui au sein de la Fédé. Je sais pas si tu l'as eu ou pas. Alors Philippe, si tu nous écoutes, j'ai invité Philippe à venir s'exprimer, mais pour l'instant, il est en phase de réflexion. Philippe, tu es demandé. Ouais, mais là, il est un peu dans le jus. Il est un peu dans le jus là. Il prépare le concours du professeur de sport, donc tu l'auras pas tout de suite. Je sais pas à quelle échéance tu veux le choper, mais à moyen terme, ça peut être un bon client. Sinon, après, tu peux toujours demander à d'autres sportifs. Tu as fait le CRUB, tu peux choper un Philippe Aubertin à Dijon, un Pierre Lubac dans le sud de la France, un Cyril Huguet en Bretagne. Voilà, un peu, je te donne les noms des gens avec qui j'ai partagé quelques coups de pagaie, quoi. Eh ben super, j'ai noté tout ça, donc je les contacterai de ta part
bien évidemment. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Et bah, c'est cool. Et encore merci pour ton temps, Babac. C'était vraiment un plaisir et merci voilà pour ton temps. Et puis bonne continuation à toi. Mais a priori, tu as l'air d'être bien lancé dans tout ce que tu fais, donc me fais pas trop de soucis. Ouais, écoute, je crois qu'on a qu'une vie, hein. Faut essayer d'en profiter. Donc pour que ça dure. Ah, c'est sur la phrase du podcast. Elle est très bien cette phrase de conclusion. Et super. Merci encore. Merci. Et puis peut-être à bientôt. Merci Rudy. À très bientôt. Salut. Ciao. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.